Bonjour à toutes et à tous. Environnement, réchauffement climatique, et risque nucléaire, c'est le thème, ou si j'ose dire, le cocktail détonnant que nous vous proposons pour cette nouvelle émission de Science en direct. En première partie, nous verrons comment les scientifiques de l'IRSN imaginent les pires scénarios pour mieux protéger nos sites nucléaires des événements climatiques extrêmes auxquels ils seront de plus en plus exposés. Et puis en deuxième partie, nous nous intéresserons aux effets de la radioactivité sur les écosystèmes marins. C'est parti, générique. Voilà, et pour aborder ces deux thèmes passionnants et d'actualité, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Claire-Marie Duluc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieure hydrologue à l'IRSN, c'est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Merci d'être avec nous. Vous travaillez plus spécialement sur l'évaluation des niveaux d'aléas extrêmes qui sont pris en compte pour la sûreté des sites nucléaires. On va en parler dans le détail. Et à côté de vous, bonjour Olivier Simon. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes chercheur en écotoxicologie à l'IRSN, au laboratoire de recherche sur les effets des radionucléides sur les écosystèmes. Exactement. Un mot, radionucléides, pour que tout le monde comprenne. Radionucléides, c'est uniquement les substances chimiques qui sont radioactives. Voilà. La radioactivité, c'est radionucléides. C'est exactement la même chose. Ah, je comprends mieux, déjà. Alors, vous savez, comme vous êtes l'ambassadeur de l'IRSN pour la Fête de la Science, je me tourne tout de suite vers vous pour nous dire, en quelques mots, nous expliquer ce que fait l'IRSN. Alors, l'IRSN, c'est un établissement public. C'est l'Institut, comme vous avez dit, de radioprotection et de sûreté nucléaire. Ouais. Donc, il y a à peu près 1800 personnes qui travaillent dans cet institut. Et en fin de compte, les principales missions concernent la sécurité et la sûreté des activités nucléaires. Et puis, bien entendu, il y a d'autres activités, des activités de recherche sur la santé humaine, sur l'environnement, et une grosse activité aussi de surveillance de la radioactivité dans tous les milieux. Toutes les conséquences de la radioactivité, en fait, et il faut rappeler aussi d'ailleurs qu'il y a une radioactivité naturelle. On s'imagine toujours que ça peut venir des centrales nucléaires, etc. Mais il y a du radon dans le sol, particulièrement dans certaines régions de France. Et alors, quand même, pour se situer l'IRSN dans l'écosystème de tout ce qui est nucléaire en France, on sait qu'il y a des centrales avec des exploitants comme EDF, Orano, etc. Il y a aussi l'autorité de sûreté nucléaire. L'IRSN, c'est quoi ? C'est un organisme de... C'est l'appui technique national, effectivement. Donc on rend des avis à l'autorité de sûreté nucléaire qui va autoriser le fonctionnement des installations nucléaires par les exploitants. Donc vous êtes l'expertise scientifique. C'est bien ça. Gardez bien vos micros près de vous. Claire-Marie Duluc, on va commencer, si vous le voulez bien, par parler des centrales nucléaires face à des risques naturels qui pourraient être de plus en plus menaçants avec le changement climatique. Quelles sont les principales menaces aujourd'hui qui pèsent, on va dire, sur les sites? Il n'y a pas que des centrales nucléaires, il y a des centres de recherche aussi. Quelles sont les principales menaces? Effectivement, il y a les centrales nucléaires, il y a aussi toutes les installations du cycle et également le retraitement qui sont pris en charge par ces aspects de sûreté. Alors, en termes de risques, on a les risques sismiques. Dans le service de caractérisation des aléas naturels, j'ai des collègues qui sont spécialistes du risque sismique. Il y a également, vous savez, les centrales sont toujours situées à proximité d'une source d'eau. Ça peut être un fleuve ou la mer qui refroidit la centrale. Et donc, on s'intéresse aux risques d'inondation, de crues fluviales, crues maritimes. Également, des risques liés à des pluies extrêmes, à la remontée de la nappe phréatique éventuellement. Donc, tous ces risques d'inondation sont pris en compte. Au-delà des risques d'inondation, il y a aussi les risques climatiques, des vents violents, des tornades,
de la foudre, de la neige, qui peuvent aussi impacter les sites nucléaires. Également, les grands froids, les grands chauds. Donc c'est beaucoup de choses à surveiller de très près. Il faut préciser que les installations nucléaires doivent démontrer tous les 10 ans qu'elles sont à l'abri de ces risques, c'est ça ? Oui, c'est une spécificité du système français avec l'organisation de réexamens périodiques de sûreté. Donc tous les 10 ans, l'ensemble des risques est réévalué par l'exploitant nucléaire, donc qui est le premier responsable de la sûreté de ces installations, mais réévalué aussi par l'IRSN en tant qu'appui technique. Et donc c'est une façon aussi de prendre en compte au fur et à mesure l'amélioration des connaissances, l'amélioration des évaluations des risques qu'on peut faire. Et dans un contexte de changement climatique, c'est quand même une démarche assez précieuse aussi de pouvoir réévaluer périodiquement ces risques. Donc concrètement, l'objectif, c'est d'adapter les centrales qui existent actuellement et d'anticiper sur l'avenir la construction de nouvelles centrales. Oui, tout à fait. Il y a les deux volets. Pour les centrales existantes, on est effectivement sur des réexamens à 10 ans. Et pour les futures centrales, on aura une anticipation sur l'ensemble de la durée de vie. Et il faut aussi savoir que les sites nucléaires pourront aussi s'adapter. On prévoira aussi des moyens d'adaptation puisque l'état des connaissances va continuer à s'améliorer aussi dans le futur. Alors, pour être très concret, on va prendre un cas d'école, celui de la centrale nucléaire de Gravelines. Je ne sais pas ce nom évoque, ou s'il évoque quelque chose à tous les Français. Pour le savoir, on leur a tendu le micro. Gravelines, c'est le premier mot mystère de cette émission. On les écoute. Absolument pas. Non, du tout. Comme ça me ferait penser à des gravats. Du granit, des cailloux. Des petites montagnes de gravier. Une ville dans le nord-ouest. C'est pas un site d'enfouissement de déchets radioactifs? J'imagine que c'est un site industriel, je me mouille pas trop. C'est une centrale nucléaire. Alors. Bien sûr, 6 tranches nucléaires. Ok, donc elle est sur le littoral et monter des eaux. Électricité et eau, généralement, ça fait pas bon ménage. Les aléas, c'est l'élévation du niveau de la mer. Un tsunami ou ce genre de choses, mais dans cette zone-là, c'est sans doute peu probable. Si y a un incident quelconque, elle peut provoquer une très grave pollution. À Fukushima, le tsunami, on a bien vu ce que ça... Alors que pourtant, c'était un pays qui prévoyait les tsunamis, qui avait fait une digue, etc. Comment protéger cette centrale? Mettre une digue. En l'installant autre part. Peut-être d'autres canaux pour rediriger l'eau. Des barrières assez hautes. Créer une bulle, façon Jules Verne. Vous voyez, on part d'une méconnaissance un peu pour certains jusqu'à des idées, c'est incroyable, créer une bulle. Bon, alors on prend le cas de cette centrale de Gravelines. Donnons quelques informations d'abord. On va la voir sur cette carte, elle est située dans le département du Nord, entre Dunkerque et Calais, sur la mer du Nord, et dans une région qui est très peuplée quand même. Très peuplée et assez basse en termes d'altimétrie. Est très peuplé. Autour, il y a l'île Roubaix-Tourcoing. Enfin, il y a une densité. Et Dunkerque également. Dunkerque. Donc voilà. La centrale a été construite en 1974. C'est la plus grande centrale de France. Gardez votre micro. Oui. OK. Et même d'Europe, elle a combien de réacteurs? 6 réacteurs. 6 réacteurs et elle pourrait accueillir... Elle pourrait en accueillir d'autres plus. C'est vrai qu'il y a de la place encore sur le site. D'accord. Alors, à la suite d'une minutieuse enquête scientifique... menée notamment par l'IRSN sur la sécurité de la centrale, il a été décidé de l'entourer d'une muraille métallique pour la protéger des risques de submersion de la mer du Nord. Alors ma question est la suivante, ce risque ne pouvait pas être évalué au moment de la construction de la centrale? Les données locales Si, il a changé. été évalué au moment de la construction, comme pour l'ensemble des sites nucléaires, que ce soit sur des fleuves ou en bord de mer. Les risques fluviaux ou maritimes ont été pris en compte. Ce qui a pu évoluer, c'est l'état des connaissances sur ces risques extrêmes. Également, l'évolution du niveau marin conduit aussi à des réévaluations à la hausse des niveaux extrêmes possibles. Parce qu'il faut rappeler ce qui s'est passé un petit peu dans le passé. Avant ça, il y a eu des événements majeurs qui ont fait prendre conscience. 1999, c'était la tempête Martin.
tout à Et fait. il s'est passé, il y a eu des conséquences sur une centrale. Ouais, on attendait peut-être le bug de l'an 2000, mais le 27 décembre, c'est après la tempête Lothar, c'est la tempête Martin qui est arrivée et a balayé le sud de la France avec des vents très violents. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à vers la marée haute, les vents ont apporté une quantité d'eau importante en plus de la marée et ont conduit à un phénomène de surcote. Je crois que vous en parliez hier avec Oui, le BRGM absolument. et Alain Grandjean. Donc ces phénomènes de surcote conduisent à augmenter le niveau de l'eau, le niveau statique, et se rajoutent là-dessus des vagues. Et des franchissements importants ont eu lieu à ce moment-là, dans cette tempête, et ont partiellement inondé la centrale du Blayais. Oui. La centrale du Blayais qui se trouve sur les bords de la Qui est dans l'estuaire de la Gironde. dans l'estuaire effectivement. de la Gironde. Par chance, j'ose dire, il n'y a pas eu de conséquences. Non, il n'y a pas eu de conséquences. Les conséquences, ça a été que l'alimentation électrique externe a été coupée, qu'il y a des pompes qui ont été noyées. En fait, l'eau s'est infiltrée dans des galeries souterraines. Il y a des alarmes qui n'ont pas fonctionné, mais grâce au diesel de secours, on n'a pas eu de conséquences sur la sûreté sur le site. On était tout proche de la surcote millénale. C'est quoi une surcote millénale? Oui, une surcote millénale, par définition, c'est une surcote qui a une chance ou un risque sur 100 de se produire chaque année. D'accord. Et là, on en était vraiment très très proche. On en était très proche et c'est vraiment le phénomène de vague qui s'est ajouté, en fait, qui a provoqué ces franchissements de la digue. La centrale était protégée par une digue à l'époque. Depuis, la digue a été rehaussée. Et pour d'autres sites de bord de mer, il y a une réévaluation aussi complète de ces niveaux extrêmes de surcote sur lesquels on ajoute aussi l'effet des vagues. Et ça a conduit effectivement à rehausser les protections sur plusieurs sites, Blayais, Gravelines plus récemment. D'accord. J'imagine aussi qu'en 2011, la centrale, enfin le drame, la catastrophe de Fukushima a pesé aussi. Oui, la catastrophe de Fukushima a montré que même quand on pensait connaître un phénomène, on pouvait avoir des surprises. Alors le risque de tsunami est quand même bien moins fort en France que le risque en fait de tempête. Et c'est finalement la révélation des risques de tempête qui a été la plus impactante pour les protections du site de bord de mer. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'événements également, même 1953, dans la mer du Nord. Ça avait été une tempête qui avait provoqué des milliers de morts en Hollande et des surcotes de plus de 2 mètres dans le nord de la France. Alors, racontez-nous, tous les événements qu'on vient de citer, ça a encouragé une sorte de prise de conscience. Oui, je pense que ça a beaucoup interrogé. Xintia, dont vous parliez hier également, a interrogé beaucoup à l'IRSN et même l'ensemble de la communauté scientifique sur la capacité qu'on avait à bien évaluer ces risques de submersion extrême. On s'est rapproché aussi d'autres disciplines, de géographes, d'historiens, pour essayer d'aller chercher dans le passé des informations supplémentaires et mieux caractériser ces risques extrêmes. Alors c'est ça qui est intéressant. Racontez-nous à partir de là comment vous avez mené l'enquête dans le cas précis de Gravelines pour pouvoir extrapoler et imaginer ce qui pourrait se passer dans l'avenir. Racontez-nous. Avant qu'il y ait des systèmes de mesure systématiques, on a quand même des informations. Simplement, elles ne sont pas forcément très bien exploitées, mais on a au 18e, 19e déjà des témoignages en fait, de tempêtes extrêmes. Il faut aller les chercher. Et ça, c'est beaucoup de temps. Il faut aller dans les archives départementales, retrouver des documents de témoignages directs et les analyser. C'est tout un travail d'historien, avec qui on a Donc vous travaillez avec des historiens. Exactement, pour aller rechercher ces archives et également les analyser. Il faut les recontextualiser et il faut aussi traduire les témoignages, les informations de l'époque. Vous êtes remonté combien de temps en arrière? Jusqu'en 1700, on peut avoir des Pour connaître des tous les événements climatiques majeurs sur cette région, sur la mer du Nord? C'est pas évident de se dire qu'on a tous les événements. On a un certain nombre d'événements, on a certainement un majeur, mais on n'est jamais sûr de l'exhaustivité de l'ensemble des tempêtes recensées. En tout cas, vous avez un certain nombre d'événements qui se sont produits depuis plus de 2 siècles. Et à partir de là, comment vous pouvez prévoir l'avenir ou prédire? Alors ça, c'est un peu contradictoire. C'est vrai qu'on regarde plus loin dans le passé, mais en fait, c'est effectivement pour aussi avoir aujourd'hui une meilleure évaluation des risques. L'idée, c'est quand même que les records qui ont pu observer, on va pouvoir les utiliser dans des analyses statistiques
Pour évaluer un risque, en fait, on se sert de trois choses. On se sert de la connaissance du phénomène, qui peut être modélisé également et qui a ses limites physiques. On se sert des records observés et on se sert aussi d'outils mathématiques, les statistiques, les probabilités, qui intègrent et permettent d'extrapoler à partir des records observés les records possibles à des niveaux de rareté, alors qu'ils sont extrêmes pour les sites nucléaires, puisqu'on veut se protéger au mieux, à des risques une chance sur 1000, mais même une chance sur 10 000, ou au moins, des événements au moins aussi rares que ça, grâce à cette mathématique de statistique des extrêmes. D'accord. Donc aujourd'hui, pour conclure sur la centrale de Gravelines, elle est protégée, c'est terminé? Les travaux sont en cours, c'est vraiment impressionnant, une digue de 3 km qui va ceinturer le site. Là, oui. Les informations historiques elles-mêmes ont contribué à effectivement réévaluer de près de 70 cm à la hausse les surcotes pris en compte. Après, il y a également des marges complémentaires qui sont ajoutées et puis une prévision pour tenir compte de l'élévation du niveau marin dans le futur. D'accord. Il y a 5 centrales, on va peut-être voir sur une carte, en France, qui sont proches du littoral. Tout à fait, également. C'est ça, dans le nord, Gravelines, il y en a 2 en Seine-Maritime, une dans la Manche, Flamanville. Et voilà. le site du Blayais. Et le site du Blayais. Elles sont toutes exposées à de nouveaux risques de submersion aujourd'hui? Elles sont toutes exposées à des risques de submersion marine. Elles sont toutes exposées également à l'élévation du niveau marin dans les décennies et même sur le long terme, bien sûr. Et vous travaillez sur toutes ces centrales actuellement? L'ensemble des centrales françaises est réévalué périodiquement, tous les 10 ans. Donc effectivement, l'IRSN travaille sur l'ensemble de ces sites. Bon, d'accord. Vous faites des expertises scientifiques. Vous êtes un organisme de recherche indépendant. Tout à fait. Mais une fois que vous dites, il y a un risque important ici sur une centrale. Alors, je vais vous poser une question, je sais, délicate, mais est-ce que vos conclusions sont suivies des faits? Alors, nos conclusions, d'une part, elles sont publiques. Les avis de l'IRSN sont publics. Ça, c'est important. Ça veut dire que quand vous avez remis un avis, vous, n'importe quel citoyen... Ils sont directement disponibles sur Internet en tapant l'IRSN et l'ensemble des avis est présenté. Et c'est l'autorité de sûreté qui a le rôle, en fait, de gendarme du nucléaire, de faire appliquer les modifications aux exploitants. En l'occurrence, les exploitants ont d'eux-mêmes la capacité de mettre à jour leurs études et font d'eux-mêmes ces réévaluations périodiques qui sont discutées et analysées par l'IRSN. D'accord, mais on peut imaginer que les exploitants sont face à des dilemmes importants, parfois entre évidemment le risque et les coûts économiques super importants engendrés par ce genre d'aménagement. Je voudrais qu'on parle un peu plus aussi globalement des autres risques et surtout des canicules. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les canicules ? On peut dire que l'été a été chaud. Ah oui. Et ce n'était pas le premier, 2003, 2019. C'est vrai que les canicules se suivent et les records se dépassent. Et il y a des conséquences sur les centrales? Alors, l'impact pour la sûreté des températures, c'est que la ventilation soit correctement dimensionnée dans ces installations nucléaires, que également les équipements électriques soient correctement dimensionnés par rapport à des températures extrêmes. Donc, effectivement, il est important de définir des niveaux d'aléas rares et après de vérifier, pour ce qui concerne la température de l'air, et après de vérifier que les équipements importants pour la sûreté fonctionnent correctement sous de telles conditions. Est-ce que ces températures extrêmes ont déjà été atteintes, elles ont été réévaluées effectivement après 2019 par exemple. D'accord. Et je suppose après cette année aussi, on doit pouvoir... Alors de toute façon, le principe de réévaluation périodique tous les 10 ans, mais même pour les températures, EDF par exemple a une veille climatique et une réévaluation même plus régulière que tous les 10 ans, plutôt tous les 5 ans de ces températures extrêmes. Donc on peut dire que vous, dans votre domaine d'activité et de recherche, vous allez avoir un travail de suivi des centrales et des autres sites très important à faire. C'est un travail de suivi, effectivement. Et c'est un travail qui aussi intègre les connaissances des sciences du climat pour arriver à se projeter dans l'avenir et compléter les observations historiques par des projections climatiques. Merci Claire-Marie Duluc pour ces explications
qui nous inquiète et nous rassure quand même en même temps. C'est bon de savoir que c'est surveillé de près. On va poursuivre avec Olivier Simon. De toute façon, Claire-Marie, vous restez avec nous. Olivier Simon qui travaille dans un domaine un peu différent, on va le voir, du vôtre, mais comme vous êtes une équipe complémentaire à l'IRSN, eh bien c'est parti, on va continuer avec l'esprit d'équipe. Olivier Simon, je le disais en début d'émission, vous êtes spécialiste de l'écotoxicologie à l'IRSN, au laboratoire de recherche sur les effets des radionucléides sur les écosystèmes. Vous êtes basé à Cadarache ? À Cadarache, dans le sud de la France, au-dessus d'Aix-en-Provence. D'accord, vous allez nous expliquer ce qu'est l'écotoxicologie. Mais nous, on a voulu faire un petit sondage auprès du public pour savoir s'ils avaient une idée assez claire de cette discipline scientifique. On les écoute. Toxicologie, c'est quelque chose de toxique en lien avec la pollution, je suppose. C'est le rejet dans la nature de produits toxiques. Les gens qui ingurgitent d'une façon ou d'une autre des substances pas très bonnes pour eux. L'étude des toxiques, j'en sais rien. L'éco. Soit ça va dans la nature, ou soit est-ce que la nature peut produire de toxiques. Ça pourrait être toxique à la biodiversité ou à l'environnement. La pollution en termes de ce qui provient de la centrale, la radioactivité dans le fleuve. Mais normalement, il y a un taux de radioactivité qui est toléré en sortie d'une centrale nucléaire. Je pense aux amibes. Je sais qu'on est confronté à ce problème. Enfin, l'entreprise EDF est confrontée à ce problème. La chaleur de la centrale, ça pourrait tuer des poissons sûrement et mettre en danger l'environnement. Les déchets radioactifs dans l'air, ce qui peut être rejeté par la centrale sans qu'on le sache vraiment. Je ne crois pas à la perte de substances radioactives. Je n'y crois pas. Voilà. Claire-Marie Duluc, c'est quoi? Donc l'écotoxicologie, c'est une science récente. Ça, c'est intéressant parce qu'en fin de compte, les gens se sont aperçus que pour répondre à cette question de la pollution des écosystèmes aquatiques ou terrestres, pour y répondre, il fallait être à plusieurs. Et en fin de compte, ils ont été obligés d'associer le mot écologie avec le mot toxicologie. Et ils auraient même dû en rajouter un autre. Ils auraient dû rajouter le mot chimie. Parce qu'en fin de compte, pour faire de l'écotoxicologie, il faut connaître le comportement chimique de la substance qu'on étudie, ce fameux radionucléide, mais aussi les substances stables, du mercure, du cadmium. Il faut connaître aussi les mécanismes d'action toxiques que cette substance va pouvoir induire chez nos organismes. Là, je vois des petits poissons. Et puis à la fin, puisque c'est ça qui nous intéresse, il faut de l'écologie pour connaître les conséquences sur ce qu'on appelle le fonctionnement et la structure des écosystèmes. Est-ce que notre peuplement de poissons, par exemple, se porte bien? Donc ça, c'est une science pluridisciplinaire. Oui, mais alors, comment on arrive à faire cette science? Il faut venir d'où? Alors, il faut venir... Qu'est-ce qu'il faut faire au départ? De l'environnement, de la chimie? Alors, il faut venir d'un bon endroit. C'est mieux. Voilà, ça aide. Et puis, s'associer avec d'autres personnes qui viennent, elles aussi, d'un bon endroit. Donc, c'est pour ça que on a des compétences qui sont la plupart du temps pas poussées dans un domaine particulier. Ce qui nous intéresse, c'est ces interactions entre ces différentes disciplines. D'accord, on constate aujourd'hui vraiment on croise beaucoup les disciplines de plus en plus souvent. Alors, vous étudiez les effets de la radioactivité sur les écosystèmes aquatiques. On va le voir après, ce petit poisson, on le garde un petit peu de côté, on va le réexpliquer après. Quel est l'objectif? Est-ce que c'est de connaître, par exemple, les conséquences éventuelles d'un accident nucléaire? Oui, alors d'un accident nucléaire, bien entendu, à l'IRSN, mais la démarche est la même pour toutes les autres substances. C'est vraiment identique. Donc, en fin de compte, ce qui nous intéresse, nous, c'est de protéger l'environnement aquatique ou terrestre. Mais pour le protéger, il faut donner à l'exploitant des valeurs seuil réglementaires. L'exploitant va donc connaître ces valeurs et rejeter en dessous de ces valeurs de protection de l'environnement. À nous, les scientifiques, de fixer ces valeurs de protection. D'accord. Alors, pour étudier les effets de la radioactivité, vous travaillez sur un petit peu votre souris de laboratoire, si j'ose dire, qui sert très souvent dans les sciences, pas seulement vous qui l'utilisez. Un poisson qui s'appelle le poisson zèbre, qu'on voit là, il porte bien son nom. Donc on le voit là à l'écran, on voit bien les zébrures, donc c'est pour ça qu'on l'a appelé le poisson zèbre. Il a un nom scientifique qui est... Oui,
le Dagno rerio. C'est ça. Alors pourquoi il est si intéressant que ça, ce petit poisson, pour vous? Alors il est très intéressant parce que, comme vous l'avez dit, c'est un modèle qui est très étudié en santé humaine. Les progrès de la biologie moléculaire ont permis de générer beaucoup de mutants. Et il y a énormément de travaux qui utilisent les mutants chez le Dagno pour ensuite fournir des informations pour la santé humaine. D'accord. Alors d'abord, il se reproduit très bien et toute l'année. Voilà, donc nous on étudie plus particulièrement en laboratoire les effets sur la reproduction, les effets de la radioactivité sur la reproduction. Et on avait besoin d'un poisson qui se reproduit très régulièrement. Nos poissons de milieu tempéré se reproduisent 1 ou 2 fois par an, alors que le Dagno, lui, se reproduit tous les 2 ou 3 jours. En plus, il a un cycle de reproduction rapide. C'est très court, ça va très vite. Dès 24 heures, on a déjà l'ébauche de l'embryon, et à 72 heures, la larve est déjà éclose et prête à nager dans son milieu. D'accord. Ensuite, 70%, je crois, de ces gènes ou quelque chose comme ça, rencontrés, du moins, ont un équivalent... sont homologues à notre génome, oui, tout à fait. Donc ça, c'est important parce que c'est une caractéristique qui est assez unique. Oui, c'est assez rare, tout à fait. D'autres modèles le proposent, mais pas à ce niveau-là. Après, il est transparent. Alors, l'embryon, il y a une transparence de l'embryon. Oui. Et au stade adulte, vous pouvez aussi le rendre transparent, je crois. Oui, alors nous, on n'utilise pas ce genre de mutant, mais d'autres personnes l'utilisent pour pouvoir marquer des réponses de certaines protéines. Mais nous, on ne le fait pas ici dans le laboratoire. Quel est l'intérêt de la transparence? De la transparence, là, comme vous avez peut-être pu voir les images, on peut visuellement, en mode de fonctionnement normal, je dirais, suivre les différentes étapes du développement. Et ça, c'est vraiment très important. D'accord. Et c'est assez rare aussi chez les espèces de poissons. La truite, c'est pas transparent, par exemple. Oui, d'accord. Bon, en tout cas, les choses essentielles, c'est qu'il se reproduit très souvent et qu'il se reproduit, il a un cycle de reproduction très rapide, court. Ce qui va être important pour vous parce que vous étudiez les conséquences d'une pollution radioactive sur le premier individu et puis son descendant et puis encore son descendant. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça, parce qu'en fin de compte, donc, la science avance là aussi pas toujours très vite. Mais maintenant, donc, on a bien compris qu'il fallait travailler sur les effets qui pourraient être transmis au cours des générations. Donc, c'est pas uniquement pour la radioactivité, bien entendu, mais ces études-là sont assez récentes et on étudie les effets transgénérationnels. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un parent est exposé? Quelles vont être les conséquences sur la descendance, si elle-même elle est exposée ou même si elle n'est pas exposée? D'accord. Alors, on va découvrir les petites expériences que vous faites sur le poisson zèbre. Mais pour bien comprendre, je voudrais d'abord qu'on aille faire un petit tour dans votre laboratoire de Cadarache qui s'appelle le Mikado. C'est une plateforme d'irradiation. Expliquez-nous un peu ce que vous pouvez y faire. C'est un site assez exceptionnel. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est très rare à l'échelle européenne. Il y a d'autres systèmes d'irradiation, mais qui ne sont pas comparables aux nôtres. Celui-ci est donc dans une enceinte, ça fait 40 mètres de long sur 10 mètres de large. Et cette enceinte, ce hall, qui est extrêmement grand, il est régulé. J'en parle parce que dans les autres laboratoires, c'est plutôt à l'extérieur. Et donc, ils sont soumis aux variations de température extérieure. Chez nous, tout est régulé. Vous voyez donc ici à l'image notre outil qui va permettre donc de générer cette radioactivité. Donc vous envoyez des doses sur les espèces. On envoie de l'énergie, des doses sur nos petits poissons. Il n'y a pas uniquement le poisson, il y a d'autres espèces d'animaux. Et là, vous voyez à l'écran nos armoires à poissons. Dans tous ces petits aquariums, on a réussi à mettre des Dagno rerio, ce petit poisson zèbre, et on va étudier sa réponse biologique après irradiation. Et alors vous envoyez des doses, des débits de doses, on appelle ça comme ça, qui peuvent être importantes. Alors je sais que c'est un petit peu compliqué ce qu'on utilise comme norme, mais dites-nous à peu près, ce sont des doses très importantes. Alors donc on utilise les deux aspects. Dans un premier temps, on va plutôt rechercher des effets à forte dose, voire à très forte dose. Donc on est très étonné que ce poisson zèbre soit capable de résister à des doses élevées où nous, l'espèce humaine, ne pourrait pas survivre. Donc le poisson zèbre résiste à des doses, à une irradiation bien plus élevée que l'être humain. Oui, tout à fait. Ouais.
Et puis donc on a l'autre pendant, on va étudier aussi des très faibles doses pour mimer les expositions que l'on rencontre sur le terrain à Tchernobyl ou à Fukushima. Donc c'est l'étude des faibles doses avec un aspect chronique au cours de temps relativement long. D'accord. Alors quand ils subissent de fortes doses, vous l'avez dit, d'abord ils résistent bien. Malgré tout, dans la descendance, on observe quelques phénomènes. Dites-nous. C'est ça. En fin de compte, donc cette science-là, pour la protection de l'environnement et la détermination de valeurs seuil, a d'abord commencé sur des poissons adultes. Il fallait bien commencer par quelque part, donc on a plutôt privilégié des poissons adultes. Donc on a établi des seuils chez les poissons adultes. Puis on s'est dit finalement que dans la nature, il n'y avait pas uniquement des poissons adultes, mais il y avait aussi donc des embryons ou des larves. Donc la deuxième étape a été d'étudier les effets sur ces stades précoces, des embryons, des larves, des juvéniles. Et puis la dernière étape, mais il y en aura certainement d'autres encore, bien entendu, c'est d'étudier ces effets au cours des générations, lorsque les parents ont été irradiés. Et c'est vrai qu'on a été très surpris au laboratoire de voir qu'à très forte dose, les parents vont bien, les poissons adultes vont bien, ils se reproduisent. Ils ont bien entendu des marqueurs moléculaires qui bougent, mais ils vont bien, ils sont capables de se reproduire. En revanche, la descendance, elle, ne va vraiment pas bien. Et sur des temps assez courts, toute la descendance finit par mourir. Donc ça, c'est à très forte dose, je rassure tout le monde, ça n'existe pas dans la nature. Mais ça nous incite à se reposer la question sur des débits de dose plus faibles. Oui, mais enfin, quand vous dites à très forte dose, nous, on pourrait très bien imaginer un accident nucléaire. Il y a de fortes doses. Il y a de fortes doses, bien entendu, tout à fait. D'accord. Mais sur les doses qui ont été générées lors des accidents nucléaires, comme à Tchernobyl principalement, on a déjà réalisé des expériences et on voit que ces effets transmissibles n'existent pas. D'accord. Il n'y a pas une altération du sexe aussi qui se produit? Alors là aussi, donc, sur des débits de doses moins importants qui ont déjà été observés sur le terrain près des sites contaminés, oui, on observe quelque chose, là aussi on a été très surpris. On voit que ces poissons qui sont nés de parents contaminés, quand on les expose pendant très longtemps et qu'on attend qu'ils soient suffisamment grands pour pouvoir se reproduire, on s'aperçoit qu'ils se reproduisent, mais qu'il y a une proportion de mâles inattendue. Il y a plus de mâles que dans la population témoin. On a un biais du sexe ratio de la population. Alors, il reste combien à peu près? On a combien de mâles pour combien de femelles? Normalement, chez ce modèle-là, on trouve 50-50 de poissons. Dans une reproduction, dans un environnement normal. Dans une condition contrôle. Alors que là, on est vers 65-70% de mâles. Il reste des femelles, donc la reproduction pourra avoir lieu. Mais quand on modélise de manière très simple les conséquences de cette perturbation du sexe ratio, on voit qu'à terme, les effectifs de poissons sont moins importants suite à ce sexe ratio qui est biaisé. D'accord. Alors là, vous travaillez sur un poisson modèle, le poisson zèbre. Mais qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ça vous aide à déduire aussi des choses par rapport à l'homme, par rapport à l'être humain? Alors, nous, on ne le fait pas directement, mais en fin de compte, on fournit ces données, on les rend accessibles donc, à la communauté scientifique, puisque donc c'est un modèle qui est très utilisé pour la santé humaine. Et on va dire, on a trouvé ça chez le poisson, zèbre, il faut absolument aller le vérifier chez un autre modèle comme le rat ou le rongeur. Donc c'est une stratégie assez classique pour la santé humaine d'aller chercher les données qui ont été acquises sur le dagneau. Il y a une veille, bien entendu. Et puis une fois que les gens comme nous, pour l'environnement, ont obtenu ces résultats, la santé humaine, les chercheurs dans cette discipline vont se dire, ils ont trouvé ça, on va regarder ce qui se passe chez l'homme, donc à travers des études sur les rongeurs. D'accord. Donc, une des grandes conclusions de vos recherches, en tout cas, c'est qu'il existe dans la nature des espèces comme le poisson zèbre, le dagneau, donc, qui sont capables de subir et de finalement résister à de très fortes doses radioactives auxquelles l'homme ne pourrait pas résister. Ça c'est vrai, mais bon, c'est un cas d'école, je dirais, puisque la dose est vraiment très élevée. Mais par contre, donc, cette altération du sexe ratio reste intéressante, puisque donc, ça peut avoir des répercussions
sur les écosystèmes. Et donc nous, ce qu'on proposerait à terme, mais le temps de la recherche est bien long, c'est que ces valeurs seuil de protection de l'environnement prennent en compte des valeurs de toxicité qui ont été déterminées après des expositions multigénérationnelles, ce qui n'est pas le cas actuellement. Un jour, on le verra. Ça existe déjà pour les polluants chimiques dangereux. Oui. Mais on sait que ça va être la suite. On va obtenir des valeurs de protection qui seront de plus en plus complexes et on prend en compte donc cet effet multigénérationnel qui mime un petit peu ce qui se passe sur le terrain. D'accord. Vous travaillez aussi sur des espèces sauvages, la truite, l'épinoche, l'omble chevalier. Là, c'est quel intérêt par rapport au poisson zèbre? Donc là aussi, bien entendu, le poisson zèbre, c'est un poisson modèle. On le connaît très très bien, donc on peut rapidement déployer des expériences. On connaît sa physiologie, on connaît ses mécanismes de toxicité. Donc ça, on est très rassuré. Et une fois qu'on a validé des effets sur cet outil, on va aller les tester sur des poissons d'intérêt qui habitent chez nous. D'accord. Donc on a ce premier objectif. Puis le deuxième objectif, c'est bien entendu, tous ces outils comme le poisson zèbre ont des avantages mais aussi des inconvénients. Son développement rapide est très important pour nous, mais ne mime pas ce qui se passe chez les poissons autochtones. Chez le poisson zèbre, il met 72 heures pour se reproduire. Chez une truite ou même chez un corégone, ça met plus de 100 jours à éclore. Pardon. Donc en fin de compte, nous, on va étudier les effets de la radioactivité sur le développement embryonnaire sur des durées qui seront beaucoup plus longues chez ces poissons sauvages. D'accord. Merci de ces explications. Pour conclure, rapidement, vous, Olivier, vous êtes écotoxicologue, donc on l'a dit. Claire-Marie, vous êtes hydrologue. Finalement, à l'IRSN, il y a des profils assez différents, des chercheurs qui viennent d'univers différents. Oui, enfin là, il y a l'eau qui rassemble. Il y a l'eau qui vous rassemble. Les deux thématiques, tout à fait. Ouais. Il y a vraiment des métiers extrêmement différents à l'IRSN, que ce soit pour prendre en compte l'ensemble des risques naturels ou industriels d'un site et l'ensemble des impacts sur l'environnement. Tout à fait. Moi, je parlais uniquement de mon domaine, mais au sein de l'IRSN, il y a des gens qui ont des niveaux de compétences sur la compréhension des mécanismes toxiques bien plus importantes. Et il faut des ponts entre ce qui est obtenu dans l'environnement et ce qui peut être ensuite utilisé par la santé. D'accord. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission de Science en direct, réalisée dans la grande galerie de l'évolution du Muséum national d'histoire naturelle. Magnifique cadre derrière nous, une émission en public. On se retrouve bientôt. Merci à vous.